Bon, on est revenu. Ma prochaine invitée, elle est professeure à la retraite. Elle est conseillère municipale et non pas conseillère. Elle ne veut pas que je dise conseillère municipale depuis 7 ans. Vice-présidente du comité du centenaire et elle vit à Dorion depuis 1957. Elle s'appelle Claire Sabourin. Bonjour, Madame Sabourin. Bienvenue chez nous. Bonjour. Bon, alors on va parler un petit peu, si vous voulez bien. J'aimerais ça qu'on recule un peu beaucoup dans le temps, en 1774, qu'on parle un petit peu de la seigneurie de Vaudreuil. Oui, d'accord. Disons que la seigneurie a été accordée à Michel, était déjà accordée à M. Pierre de Rigaud dans les années précédentes, et Michel Chartier de Lotbinière l'a acheté à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait bâtir le premier manoir sur ce qu'on appelait à ce moment-là la pointe de Quinchien. Pour les gens d'Oron, c'est la partie à droite du pont. Oui. C'était le manoir et il y avait tout son domaine, là, le seigneur de Lotbinière. Bon, c'était le premier seigneur. On va montrer dans quelques secondes un orme qui n'existe plus malheureusement. C'était le dernier des Mohicans, c'est le cas de le dire. C'était le dernier. Quelle est l'histoire de cet orme? Bon, disons que quand le seigneur de Lotbinière a construit son manoir, il avait fait, pour ceinturer tout son manoir, il avait fait planter des ormes. Oui. Et on a une carte qui le montre. Et avec les années, avec le temps, quand le manoir a été abandonné par le dernier seigneur, ce manoir est abandonné parce qu'ils sont installés à Vaudreuil. On va être à Vaudreuil. Bien, c'est devenu un repère de vagabonds. Il y a eu des feux et le reste avec le temps. Mais cet orme-là restait encore en place quand le pont d'Orion a été bâti vers les années 24-25. Et les ingénieurs du temps ont conservé cet arbre. Donc, c'est assez spécial parce qu'on devait faire le tour de l'arbre pour sortir de Dorion pour entrer. Et pour nous, ça semblait très caractéristique pour le comité du centenaire. Et on en a fait notre sigle, notre logo, parce que pour nous, ça indiquait la communication. D'ailleurs, le pont d'Orion était le premier moyen de communication de Montréal avec toute la partie du Haut-Canada, le premier moyen terrestre. Donc, c'est à Dorion que ça s'est passé. Bon, puis les moulins à vent? Le moulin à vent, le moulin à vent, celui qu'on a, c'est le seigneur devait, pour ses censitaires, pour les colons, leur fournir le moulin, ce qu'il appelait un moulin banal aussi. Au départ, c'était sur les rapides, parce qu'en dessous du pont, il y a des petits rapides qui étaient là. Et comme le débit d'eau n'était pas assez fort à ce moment-là, il a bâti un autre moulin un peu plus loin. On dit à 2 arpents dans l'histoire, mais c'était à l'intérieur de la ville. Et c'était ce moulin-là qui servait pour les colons. Enfin, les fêtes de leur gré. Il a été bâti en 1787. Malheureusement, il a été abandonné. Il est devenu, à un moment donné, un refuge pour les pigeons. On a même de nos jeunes qui allaient voler les pigeons, les plumaient et les vendaient aux gens de la place. Donc, ça faisait... Pauvre petite bête. Et il était en désuétude. Là. Il était... l'honorable parent qui a déjà demeuré à Dorion avait racheté, l'a fait réparer. Finalement, en 1950, le moulin a été vendu au colonel Maillet. Ça a été transporté à l'île Perrot parce que c'était un homme qui aimait l'histoire. Expliquez-moi maintenant, Mme Sabourin, pourquoi on a créé une entité séparée de Vaudreuil? Quel était l'intérêt de ça? Bon, c'est que les trains, l'avènement des trains entre 1854 et 1890 ont favorisé l'exode de la ville, du Grand Montréal, vers la campagne. Et on dit que Dorion, qu'on appelait Vaudreuil Station, à ce moment-là, était un endroit rêvé de villégiature. Évidemment, c'était très beau. Il ne s'était pas exploité, donc c'était les arbres. C'était le bord de l'eau. L'eau n'était pas polluée à ce moment-là. Donc, il y avait la pêche, il y avait le yachting, le canotage et tout ça. Donc, ça amenait beaucoup d'estivants, de villégiateurs. Et ces gens-là ont senti le besoin de pouvoir avoir des services. Évidemment, ils voulaient avoir des trottoirs, ils voulaient avoir des rues convenables, parce que c'était des rues de terre. Et donc, ils ont fait des demandes pour pouvoir être séparés de Vaudreuil, avoir une entité, et ça s'est fait en 1891. On a parlé tantôt de la maison Tressler. J'aimerais ça que vous me résumiez en 1 minute un petit peu ce monsieur Tressler, qui n'était pas un fantôme, il va sentir. Non, ce n'était pas un fantôme. C'était d'abord, il est venu au Canada avec par la guerre comme soldat britannique. Et il a été licencié. Et comme lui n'avait pas de goût pour être colon, il est parti ballot sur le dos. Il est allé dans les terres, chez les colons, vendre de la marchandise. Comme son affaire allait bien, il s'est acheté un cheval et une voiture. Et comme c'est encore mieux, il a acheté une maison. Il s'en est fait un magasin général sur la pointe, tout près. Il y avait la commune qui séparait la maison, le manoir Lotbinière de la résidence de Tressler. Et c'est là, lui, qui a commencé, en plus des colons, commencé le commerce de la fourrure.
On dit qu'il a commencé à s'enrichir dans ces années-là. Et il a bâti la maison Pressler telle qu'elle est rénovée aujourd'hui entre 1796 et 1806. Donc, c'est un monsieur qui est mort assez riche quand même. Il est mort riche, très riche. On dit qu'il avait beaucoup de biens dans la région et un peu partout là, dans la province. Il y avait de nombreuses propriétés. Et c'est sa petite-fille, Iphigénie, qui a épousé Sir Antoine-Aimé Dorion, qui était avocat. Et c'est de là que vient le nom de Dorion. On va prendre la dernière minute de notre entrevue pour parler quand même d'une chose très importante, aussi la célébration du centenaire, parce que vous fêtez ça, vous autres. Là. Oui, nous sommes en fête depuis le 27 octobre, et c'est pour fêter les 100 ans de Dorion, de toute son incorporation, la vie des gens de Dorion. Donc cet été, il y a quelque chose de spécial, je pense. Oui, la fin de semaine, le dernier 15 jours de juin, sont plus centrés sur des fêtes, et le 30 juin, donc j'invite la population, les gens de Montréal et de la région qui ont vécu à Dorion, à se joindre à la ville pour cette journée-là, qui va être une journée de grande réjouissance. C'est par une messe. Ça commence par une messe? Une messe avec notre évêque, ensuite un brunch. L'après-midi, visite historique de nos sites qu'on a le comité historique a découvert. Et ensuite, le soir, il y a le bal du centenaire où on invite tous les gens à participer de notre ville et des environs. Est-ce que ça veut dire, Mme Sebouin, que les célébrations vont se terminer au mois de juin? Non, les célébrations se continuent. Il y a d'autres activités durant l'été. Les célébrations se terminent la première fin de semaine de septembre, le 7 septembre, où il va y avoir d'autres activités qui vont être à ce moment-là annoncées. Une journée, probablement un feu d'artifice pour marquer la fin des fêtes. Bon. Mais ça a été un plaisir de vous parler, Mme Sabourin. Vous avez appris des tas de choses intéressantes sur Dorion et puis les alentours. Merci beaucoup de votre visite. Merci. OK. On se fait maintenant une petite pause et puis on vous revient tout de suite après. Comme je vous l'ai promis en début d'émission, en compagnie de Dorion et Dorionaises qui sont avec nous. Il y a un Dorionnais puis il y a plusieurs Dorionnaises. Alors, on va commencer par Mirella Perron. Mirella Perron, j'aimerais ça, Mirella, on se rappelle des souvenirs tout simplement. J'aimerais ça qu'on parle d'abord de l'hiver, parce qu'on disait que Dorion, c'était une place d'été, surtout, d'abord et avant tout. Mais qu'est-ce qu'on faisait l'hiver? On faisait du sport? On avait des patins. Oui. On faisait du ski. Est-ce que vous faisiez du ski? Oui, mais comme les routes n'étaient pas entretenues, on faisait du ski dans les rues. Ah bon? Et puis, pour se donner un petit thrill, on s'accrochait en arrière des autos. Pardon, vous faisiez ça? Vous étiez délinquant? Je croirais pas. Vous vous accrochiez? On avait notre cadre qu'on traînait, donc la malle, le train arrivait, puis le type allait porter la malle à Vaudreuil, qui soulevait 1 000 et demi. Oui. On avait un petit cadre, on Sans suivait. qu'il s'en aperçoive qu'on suivait. Il nous laissait. Ah, il vous laissait, il savait, dans le fond. Oui. Bibiane de la Boursaudière. Mon Dieu, vous avez un beau nom. Qui vient d'où? Si, mais hors de France. C'est des Français. Vous avez est-ce que vous connaissez un petit peu votre arbre généalogique? Non, vous n'avez pas fouillé un petit peu, vous n'avez pas de recherche non plus. C'est pas curieuse. Non, c'est vrai. Il me semble qu'avec un nom comme la Boursaudière, moi, j'aurais fait des recherches. Vous aimeriez ça. Vous, votre père était forgeron et chef de police. Oui, bien. Pas les deux en même temps. Non. Il était forgeron. Il est arrivé à Dorion en 1898. Bon, forgeron dans ce temps-là, Mme la Boursaudière, c'était un métier très important. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de chevaux, etc. C'est ça, il y avait beaucoup de cultivateurs. Oui. Alors, il était seul, le forgeron. Puis policier. Policier, ça, c'est en 1930. Bon. Oui. J'aimerais savoir, à Dorion, en 1930, est-ce qu'un policier avait beaucoup de travail? Est-ce qu'il y avait beaucoup Il y en avait encore assez. De gens qui faisaient des mauvais coups? Dans les restaurants, la nuit, c'était des vols. Oui. Est-ce qu'il était armé? Oui. Ma mère cachait le fusil, son revolver, parce qu'elle avait peur. Et puis, quand il était appelé, là, pendant qu'il s'habillait, on cherchait le revolver, toute la famille. Elle ne le trouvait plus, elle ne savait plus. Elle savait plus où vous avez placé. Il devait aimer ça. Oh, il n'était pas content. Il n'était pas content. On est à bout de le trouver. Monsieur Lalonde, on parlait de ski tantôt, qui était un sport très pratiqué l'hiver à Dorion dans ce temps-là. Mais les skis, c'est votre frère qui en fabriquait? C'est les deux frères, les deux plus vieux de la famille chez nous qui faisaient ça. Bon, aujourd'hui, tout est en plastique, en je ne sais pas quoi, mais dans ce temps-là, c'était vraiment en bois. Absolument. Bon, comment est-ce qu'on les fabriquait, ces skis-là? Ils se faisaient comme une espèce de coffre, à peu près de 1 pied de large, puis 7 pieds de long, puis ils mettaient 2 tiges de fer chaque bout, là. Et puis ils plaçaient les skis là-dedans pour les donner à courbe. Et puis c'était dans le branti chaud, ça. Puis on gardait ça dans l'étable. Oui. Puis ces skis-là, ils gardaient ça peut-être une couple de semaines demain. Oui. Et puis on était 7 garçons chez nous. Fait qu'ils en faisaient pour les
Il en faisait pour les 7. Toutes les 7. Oui. Mais il y a une surprise, par exemple. Une fois, c'est arrivé, c'est qu'on avait laissé nos skis dehors, et puis il avait attrapé une pluie. Ben, il était à droite. Il avait décourbé. Donc, nous allons recommencer. Tout a recommencé. Bon, parlant de bois, justement, on fait souvent des blagues, vous savez, on raconte souvent des histoires à propos des trottoirs de bois. Oui. Moi, je me faisais dire quand j'étais petit, bon, ben là, on va aller à telle place, ils rentrent les trottoirs le soir. C'est ça. C'est-tu vrai, ça? On rentrait pas le temps, mais on aurait dû. Ça aurait été moins de trouble. Il y avait toujours une planche de partie après ces trottoirs-là, surtout l'hiver, et puis ça gouillait. Il y avait fait que le pire disait, il y a une planche en avant, là. Les bois, il y a 5 coups dedans. Mais c'est pas, on les déplaçait pas, on les enlevait pas jamais, on les laissait toujours. On les laissait toujours. Non, moi, on sait jamais. Moi, je me suis fait tellement dire ça dans ma vie qu'à un moment donné, j'ai dit, peut-être que c'est vrai. Je suis bien naïf. L'automne, c'est que les gens de l'été s'en allaient. Et puis là, on n'a quasiment plus besoin de vraiment. Vous les laissiez là, mais vous les auriez rentrés à ce moment-là, puis il n'y aurait pas eu de problème. Il n'y aurait pas eu de problème. Madame Noëlla Leroux Miséry, Mirési, c'est à l'envers. Vous n'êtes pas Miséry. Non, en tout cas. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Mon père, il tenait garage. Tenait garage. Oui. L'été, ça allait bien, il n'y avait pas de problème, mais je suppose que l'hiver, les routes, bon, il y avait beaucoup de neige et tout ça. C'était fermé. C'était fermé. Comment est-ce qu'ils faisaient, les garagistes, pour continuer à vivre l'hiver? Je ne sais pas, moi, comment ça se passait? Bien, ils se reposaient. Ils se reposaient tout l'hiver. Comme des ministres. Oui, oui. Est-ce que... oui, allez-y. Ça jouait aux cartes, et puis ça s'amusait, ça jouait aux dames. Surtout ça. Oui. Mais il n'y a pas de voiture en réparation. Peut-être qu'on en profitait pour réparer l'hiver, je suppose. Oui, il y avait des réparations, des machines étaient réparées l'hiver au deuxième. Il y avait un deuxième étage. Ah, bon. Et puis, ils montaient les machines au deuxième. Oui. Puis même, il y en a qui faisaient peinturer leurs machines l'hiver. Bon. Alors, il y avait de l'ouvrage quand même l'hiver. Même si le garage était fermé, on avait de l'ouvrage à faire. Oui, entre les parties de dames et les parties de cartes. Oui, bon. ces choses-là, oui. Madame Lucille Cousineau-Dumont, vous, votre père louait un théâtre. Oui, on faisait des vues, comme on dit. C'était pendant la guerre de 1914-18. Oui. Il y avait beaucoup de monde à Dorion parce qu'il y avait une poudrière à l'Île-Pérou. Alors, ça amenait des hommes venir travailler à Dorion. Et puis, le soir, bien, il avait pensé de faire un théâtre. Le fait est que c'était très populaire, il y avait beaucoup de monde. Et puis, il y a quelqu'un qui était allé voir le curé, puis qui avait dit que c'était dangereux, que les gens se perdraient. Alors, le curé avait menacé mon père d'être excommunié s'il ne fermait pas son théâtre. Alors, il a eu assez peur, puis il l'a fermé. Il a fermé son théâtre. Oui. On est en quelle année, vous me dites? En 14-18. 14-18. Pendant la guerre, la première guerre. Il a fermé vraiment son théâtre parce qu'il avait peur d'être... Bon. Ah, mon Dieu. Madame Lucille Daou-Séguin. Bon, Madame Séguin, vous avez épousé, vous êtes mariée, en fait, il y a 4 ans seulement. Oui. Est-ce que je peux dire votre âge? Mon âge, oui. Si je peux le dire? Oui. Alors, j'ai 80 ans. Vous avez 80 ans? Oui. Alors, j'avais 77 ans. Vous avez 77 ans. J'ai envie de vous dire ce que ma grand-mère vous aurait dit, si elle était vivante. Qu'est-ce que vous alliez faire de vous embarrasser d'un homme à 77 ans? C'est ça qu'elle vous aurait dit. D'ailleurs, moi, j'avais plus de famille. J'avais plus de sœurs ni frères. Et j'ai un fils qui demeure loin en Ontario. Donc, je me trouvais absolument seule à la maison. Donc, quand on va faire un voyage, par exemple, quand on revient, on aime à raconter ce qu'on avait vu, Bien, j'étais obligée de raconter ça aux chaises. Je me répondais pas. Oui. Alors, comme M. Séguin était dans la même, c'est-à-dire dans la même situation que moi, seulement que lui, il a des enfants. Il demeurait avec sa fille, à Rigaud. Et puis, il est venu prendre des cours de danse. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Pendant les cours de danse? Oui. Ensuite de ça, quand c'était final, c'était surtout quand on est allé à Val-David, à la butte à Mathieu. Oui. Alors, là, par exemple, ça a été sérieux, l'affaire. Là, il y a eu le coup de foudre. Oui, absolument. Oui, parce que entre les cours de danse et le voyage organisé par le Club d'Âge d'Or, ça avait été pas mal indifférent. Tu sais, il y avait des soirées un peu partout. On se regardait, mais c'était tout. Mais là, ça a pris fort. L'important, vous êtes heureuse. Absolument. C'est ça qui est important. Oui. C'est ça qui est important. Bon mariage et longue vie.
Merci beaucoup. Garçon. Et bon garçon aussi. Mesdames, messieurs, merci beaucoup de votre visite. Et à la prochaine. On se fait une petite pause, puis on revient tout de suite après.